Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Maîtresse lit un livre. Aujourd'hui, je vous lis les chapitres 9 et 10 du roman Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Chapitre 9, où la mer Rouge et la mer des Indes se montrent propices au dessin de Phileas Fogg. La distance entre Suez et Aden est exactement de 1310 miles et le cahier des charges de la compagnie alloue à ses paquebots un laps de temps de 138 heures pour la franchir. Le Mongolia, dont les feux étaient activement poussés, marchait de manière à devancer l'arrivée réglementaire. La plupart des passagers embarqués à Brindisi avaient presque tous l'Inde pour destination. Les uns se rendaient à Bombay, les autres à Calcutta, mais via Bombay, car depuis qu'un chemin de fer traverse dans toute sa largeur la péninsule indienne, il n'est plus nécessaire de doubler la pointe de Ceylan. Parmi ces passagers du Mongolia, on comptait divers fonctionnaires civils et des officiers de tout grade. De ceux-ci, les uns appartenaient à l'armée britannique proprement dite, les autres commandaient les troupes indigènes de Sipaï, tous chèrement appointés, même à présent que le gouvernement s'est substitué aux droits et aux charges de l'ancienne Compagnie des Indes. Sous-lieutenants à 7 000 francs, brigadiers à 60 000 et généraux à 100 000. On vivait donc bien à bord du Mongolia, dans cette société de fonctionnaires, auxquels se mêlaient quelques jeunes Anglais, qui, le million en poche, allaient fonder au loin des comptoirs de commerce. Le Purcé, l'homme de confiance de la compagnie, l'égal du capitaine à bord, faisait somptueusement les choses. Au déjeuner du matin, au lunch des 2 heures, au dîner des 5h30, au souper de 8 heures, les tables pliées sous les plats de viande fraîche et les entremets fournis par la boucherie et les offices du paquebot. Les passagères, il y en avait quelques-unes, changeaient de toilette 2 fois par jour. On faisait de la musique, on dansait même quand la mer le permettait. Mais la mer Rouge est fort capricieuse, et trop souvent mauvaise, comme tous ces golfes étroits et longs. Quand le vent soufflait soit de la côte d'Asie, soit de la côte d'Afrique, le Mongolia, long fuseau à hélice, pris par le travers, roulait épouvantablement. Les dames disparaissaient alors. Les pianos se taisaient, chants et danses cessaient à la fois. Et pourtant, malgré la rafale, malgré la houle, le paquebot, poussé par sa puissante machine, courait sans retard vers le détroit de Bab el-Mandeb. Que faisait Phileas Fogg pendant ce temps? On pourrait croire que, toujours inquiet et anxieux, il se préoccupait des changements de vent nuisibles à la marche du navire, des mouvements désordonnés de la houle qui risquaient d'occasionner un accident à la machine, enfin de toutes les avaries possibles qui, en obligeant le Mongolia à relâcher dans quelque port, auraient compromis son voyage. Aucunement, ou tout au moins, si ce gentleman songeait à ces éventualités, il n'en laissait rien paraître. C'était toujours l'homme impassible, le membre imperturbable du Reform Club, qu'aucun incident ou accident ne pouvait surprendre. Il ne paraissait pas plus ému que les chronomètres du bord. On le voyait rarement sur le pont. Il s'inquiétait peu d'observer cette mer Rouge, si féconde en souvenirs, ce théâtre des premières scènes historiques de l'humanité. Il ne venait pas reconnaître les curieuses villes semées sur ses bords et dont la pittoresque silhouette se découpait quelquefois à l'horizon. Il ne rêvait même pas au danger de ce golfe arabique dont les anciens historiens, Strabon, Arrien, Artémidore et Drissi ont toujours parlé avec épouvante et sur lequel les navigateurs ne se hasardaient jamais autrefois sans avoir consacré leur voyage par des sacrifices propitiatoires. Que faisait donc cet original, emprisonné dans le Mongolia? D'abord, il faisait ses 4 repas par jour, sans que jamais ni roulis ni tangage puissent détraquer une machine si merveilleusement organisée. Puis il jouait au whist. Et oui, il avait rencontré des partenaires aussi enragés que lui. Un collecteur de taxes qui se rendait à son poste à Goa, un ministre, le révérend Decimus Smith, retournant à Bombay, et un brigadier général de l'armée anglaise qui rejoignait son corps à Bénarès. Ces 3 passagers avaient pour le whist la même passion que M. Fogg, et ils jouaient pendant des heures entières, non moins silencieusement que lui. Quant à Passepartout, le mal de mer n'avait aucune prise sur lui. Il occupait une cabine à l'avant et mangeait lui aussi consciencieusement. Il faut dire que décidément ce voyage, fait dans ces conditions, ne lui déplaisait plus. Il en prenait son parti. Bien nourri, bien logé, il voyait du pays, et d'ailleurs, il affirmait à lui-même que toute cette fantaisie finirait à Bombay. Le lendemain du départ de Suez, le 10 octobre, ce ne fut pas sans un certain plaisir qu'il rencontra sur le pont l'obligeant personnage auquel il s'était adressé en débarquant en Égypte. « Je ne me trompe pas, dit-il en l'abordant avec son plus aimable sourire. C'est bien vous, monsieur, qui m'avez si complaisamment servi de guide à Suez. En effet, répondit le détective. Je vous reconnais, vous êtes le domestique de cet Anglais original. Précisément, monsieur Fix. Monsieur Fix, répondit Passepartout, enchanté de vous retrouver à bord. Et où allez-vous donc? Mais ainsi qu'à vous, à Bombay. C'est au mieux.
Est-ce que vous avez déjà fait ce voyage? Plusieurs fois, répondit Fix. Je suis un agent de la compagnie péninsulaire. Alors vous connaissez l'Inde? Mais oui, répondit Fix, qui ne voulait pas trop s'avancer. Et c'est curieux cette Inde-là? Oh, très curieux. Des mosquées, des minarets, des temples, des fakirs, des pagodes, des tigres, des serpents, des bayadères. Mais il faut espérer que vous aurez le temps de visiter le pays. Je l'espère, monsieur Fix. Vous comprenez bien qu'il n'est pas permis à un homme sain d'esprit de passer sa vie à sauter d'un paquebot dans un chemin de fer et d'un chemin de fer dans un paquebot, sous prétexte de faire le tour du monde en 80 jours. Non, toute cette gymnastique cessera à Bombay, n'en doutez pas. Et il se porte bien, monsieur Fogg? Demanda Fix du ton le plus naturel. Très bien, monsieur Fix. Moi aussi, d'ailleurs, je mange comme un ogre qui serait à jeun. C'est l'air de la mer. Et votre maître? Je ne le vois jamais sur le pont. Jamais, il n'est pas curieux. Savez-vous, monsieur Passepartout, que ce prétendu voyage en 80 jours pourrait bien cacher quelques missions secrètes? Une mission diplomatique, par exemple. Ma foi, monsieur Fix, je n'en sais rien, je vous l'avoue, et au fond, je ne donnerais pas une demi-couronne pour le savoir. Depuis cette rencontre, Passepartout et Fix causèrent souvent ensemble. L'inspecteur de police tenait à se lier avec le domestique du sieur Fogg. Cela pouvait le servir à l'occasion. Il lui offrait donc souvent, au bar-room du Mongolia, quelques verres de whisky ou de pale ale que le brave garçon acceptait sans cérémonie et rendait même pour ne pas être en reste, trouvant d'ailleurs ce Fix un gentleman bien honnête. Cependant, le paquebot s'avançait rapidement. Le 13, on eut connaissance de Moka, qui apparut dans sa ceinture de murailles ruinées, au-dessus desquelles se détachaient quelques dattiers verdoyants. Au loin, dans les montagnes, se développaient de vastes champs de caféiers. Passepartout fut ravi de contempler cette ville célèbre, et il trouva même qu'avec ses murs circulaires et un fort démantèlement qui se dessinait comme une anse, elle ressemblait à une énorme demi-tasse. Pendant la nuit suivante, le Mongolia franchit le détroit de Bab el-Mandeb, dont le nom arabe signifiait les portes des larmes. Et le lendemain, le 14, il faisait escale à Steamer Point, au nord-ouest de la rade d'Aden. C'est là qu'il devait se réapprovisionner de combustible. Grave et importante affaire que cette alimentation du foyer des paquebots à de telles distances des centres de production. Rien que pour la compagnie péninsulaire, c'est une dépense annuelle qui se chiffre par 800 000 livres, 20 millions de francs. Il a fallu en effet établir des dépôts en plusieurs ports et, dans ces mers éloignées, le charbon revient à 80 francs la tonne. Le Mongolia avait encore 1650 000 à faire avant d'atteindre Bombay, et il devait rester 4 heures à Steamer Point afin de remplir ses soutes. Mais ce retard ne pouvait nuire en aucune façon au programme de Phileas Fogg, il était prévu. D'ailleurs, le Mongolia, au lieu d'arriver à Aden le 15 octobre seulement au matin, y entrait le 14 au soir. C'était un gain de 15 heures. Monsieur Fox et son domestique descendirent à terre, le gentleman voulait faire viser son passeport. Fix le suivit sans être remarqué. La formalité du visa accomplie, Phileas Fogg revint à bord reprendre sa partie interrompue. Passepartout, lui, flâna, suivant sa coutume, au milieu de cette population de Somalis, de Banians, de Parsis, de Juifs, d'Arabes, d'Européens, composant les 25 000 habitants d'Aden. Il admira les fortifications qui font de cette ville le Gibraltar de la mer des Indes et de magnifiques citernes auxquelles travaillaient encore les ingénieurs anglais, 2000 ans après les ingénieurs du roi Salomon. Très curieux, se disait Passepartout en revenant à bord. Je m'aperçois qu'il n'est pas inutile de voyager si l'on veut voir du nouveau. À 6 heures du soir, le Mongolia battait des branches de son hélice les eaux de la rade d'Aden et courait bientôt sur la mer des Indes. Il lui était accordé 168 heures pour accomplir la traversée entre Aden et Bombay. Du reste, cette mer indienne lui fut favorable. Le vent tenait dans le nord-ouest, les voiles vinrent en aide à la vapeur. Le navire, mieux appuyé, roula moins. Les passagères, en fraîche toilette, reparurent sur le pont. Les chants et les danses recommencèrent. Le voyage s'accomplit donc dans les meilleures conditions. Passepartout était enchanté de l'aimable compagnon que le hasard lui avait procuré en la personne de Fix. Le dimanche 20 octobre, vers midi, on eut connaissance de la côte indienne. 2 heures plus tard, le pilote montait à bord du Mongolia. À l'horizon, un arrière-plan de collines se profilait harmonieusement sur le fond du ciel. Bientôt, les rangs de palmiers qui couvrent le village se détachèrent vivement. Le paquebot pénétra dans cette rade formée par les îles Salsette, Colaba, Elephanta, Butcher, et à 4h30 il accostait les quais de Bombay. Phileas Fogg achevait alors le 33e robre de la journée, et son partenaire et lui, grâce à une manœuvre audacieuse, ayant fait les 13 levées, terminèrent cette belle traversée par un chelem admirable. Le Mongolia ne devait arriver que le 22 octobre à Bombay, or ils arrivaient le 20.
C'était donc, depuis son départ de Londres, un gain de 2 jours que Phileas Fogg inscrivit méthodiquement sur son itinéraire à la colonne des bénéfices. Chapitre 10 où Passepartout est trop heureux d'en être quitte en perdant sa chaussure. Personne n'ignore que l'Inde, ce grand triangle renversé dont la base est au nord et la pointe au sud, comprend une superficie de 1400 000 miles carrés sur laquelle est inégalement répandue une population de 180 millions d'habitants. Le gouvernement britannique exerce une domination réelle sur une certaine partie de cet immense pays. Il entretient un gouverneur général à Calcutta, des gouverneurs à Madras, à Bombay, au Bengale et un lieutenant-gouverneur à Agra. Mais l'Inde anglaise, proprement dite, ne compte qu'une superficie de 700 000 miles carrés et une population de 100 à 110 millions d'habitants. C'est assez dire qu'une notable partie du territoire échappe encore à l'autorité de la reine. Et en effet, chez certains rajas de l'intérieur, farouches et terribles, l'indépendance hindoue est encore absolue. Depuis 1756, époque à laquelle fut fondé le premier établissement anglais sur l'emplacement aujourd'hui occupé par la ville de Madras, jusqu'à cette année dans laquelle éclata la grande insurrection des Sipais, la célèbre Compagnie des Indes fut toute puissante. Elle s'annexait peu à peu les diverses provinces, achetées au Raja au prix de rentes qu'elle payait peu ou point. Elle nommait son gouverneur général et tous ses employés civils ou militaires. Mais maintenant, elle n'existait plus et les possessions anglaises de l'Inde relèvent directement de la couronne. Aussi, l'aspect, les mœurs, les divisions ethnographiques de la péninsule tendent à se modifier chaque jour. Autrefois, on y voyageait par tous les antiques moyens de transport, à pied, à cheval, en charrette, en brouette, en palaquin, à dos d'homme, en coach, etc. Maintenant, des steamboats parcourent à grande vitesse l'Indus, le Gange et un chemin de fer qui traverse l'Inde dans toute sa largeur en se ramifiant sur son parcours, mais Bombay à 3 jours seulement de Calcutta. Le tracé de ce chemin de fer ne suit pas la ligne droite à travers l'Inde. La distance à vol d'oiseau n'est que de 1000 à 1100 miles et des trains, animés d'une vitesse moyenne seulement, n'emploieraient pas 3 jours à la franchir. Mais cette distance est accrue d'un tiers, au moins, par la corde que décrit le railway en s'élevant jusqu'à Allahabad dans le nord de la péninsule. Voici en somme le tracé en grand point du Great Indian Peninsular Railway. En quittant l'île de Bombay, il traverse Salsette, saute sur le continent en face de Tana, franchit la chaîne des Ghats occidentales, court au nord-est de Burmanpur, sillonne le territoire à peu près indépendant de Bundelkhand, s'élève jusqu'à Allahabad, s'infléchit vers l'est, rencontre le Gange à Bénarès, s'en écarte légèrement et, redescendant au sud-est par Burdivan et la ville française de Chandernagore, il fait tête de ligne à Calcutta. C'est à 4h30 du soir que les passagers du Mongolia avaient débarqué à Bombay et le train de Calcutta partait à 8 heures précises. M. Fogg prit donc congé de ses partenaires, quitta le paquebot, donna à son domestique le détail de quelques emplettes à faire, lui recommanda expressément de se trouver avant 8 heures à la gare, et de son pas régulier, qui battait la seconde comme le pendule d'une horloge astronomique, il se dirigea vers les bureaux des passeports. Ainsi donc, des merveilles de Bombay, il ne songeait rien à voir, ni l'hôtel de ville, ni la magnifique bibliothèque, ni les forts, ni les docks, ni les marchés au coton, ni les bazars, ni les mosquées, ni les synagogues, ni les églises arméniennes, ni la splendide pagode de Malebar Hill, ornée de 2 tours polygones. Il ne contemplerait ni les chefs-d'œuvre d'Elephanta, ni ces mystérieuses hypogées cachées au sud-est de l'Arad, ni les grottes Kaneri de l'île Salsette, ces admirables restes de l'architecture bouddhiste. Rien, non. En sortant du bureau des passeports, Phileas Fogg se rendit tranquillement à la gare, et là il se fit servir à dîner. Entre autres mets, le maître d'hôtel crut devoir lui recommander une certaine gibelotte de lapin du pays, dont il lui dit des merveilles. Phileas Fogg accepta la gibelotte et la goûta consciencieusement, mais en dépit de sa sauce épicée, il la trouva détestable. Il sonna le maître d'hôtel. « Monsieur, lui dit-il en le regardant fixement, c'est du lapin, cela ?»« Oui, milord, répondit effrontément le drôle. Du lapin des jungles. Et ce lapin-là n'a pas miaulé quand on l'a tué. Miaulé? Oh, milord, un lapin, je vous jure. Monsieur le maître d'hôtel, reprit froidement monsieur Fogg, ne jurez pas et rappelez-vous ceci. Autrefois dans l'Inde, les chats étaient considérés comme des animaux sacrés. C'était le bon temps. Pour les chats, milord? Et peut-être aussi pour les voyageurs. Cette observation faite, M. Fogg continua tranquillement à dîner. Quelques instants après M. Fogg, l'agent Fix avait lui aussi débarqué du Mongolia et courut chez le directeur de la police de Bombay. Il fit reconnaître sa qualité de détective, la mission dont il était chargé, sa situation vis-à-vis de l'auteur présumé du vol. Avait-on reçu de Londres un mandat d'arrêt? On n'avait rien reçu, et en effet,
Le mandat parti après Fogg ne pouvait être encore arrivé. Fix resta fort décontenancé. Il voulut obtenir du directeur un ordre d'arrestation contre le sieur Fogg. Le directeur refusa, l'a fait regarder l'administration métropolitaine et celle-ci seule pouvait légalement délivrer un mandat. Cette sévérité de principe, cette observance rigoureuse de la légalité est parfaitement explicable avec les mœurs anglaises qui, en matière de liberté individuelle, n'admettent aucune arbitraire. Fix n'insista pas et comprit qu'il devait se résigner à attendre son mandat. Mais il résolut de ne point perdre de vue son impénétrable coquin pendant tout le temps que celui-ci demeurait à Bombay. Il ne doutait pas que Phileas Fogg n'y séjournât, et on le sait, c'était aussi la conviction de Passepartout, ce qui laisserait au mandat d'arrêt le temps d'arriver. Mais depuis les derniers ordres que lui avait donnés son maître en quittant le Mongolia, Passepartout avait bien compris qu'il en serait de Bombay, comme de Suez et de Paris, que le voyage ne finirait pas ici, qu'il se poursuivrait au moins jusqu'à Calcutta et peut-être plus loin. Et il commença à se demander si ce pari de M. Fogg n'était pas absolument sérieux, et si la fatalité ne l'entraînait pas, lui qui voulait vivre en repos, à accomplir le tour du monde en 80 jours. En attendant, et après avoir fait acquisition de quelques chemises et chaussettes, il se promenait dans les rues de Bombay. Il y avait grand concours de populaires et, au milieu d'Européens et de toutes nationalités, des Persans à bonnets pointus, des Bunyas à turbans ronds, des Sindes à bonnets carrés, des Arméniens en longue robe, des Parsis à mitre noire. C'était précisément une fête célébrée par ces Parsis, ou Guèbres, descendants directs des sectateurs de Zoroastre, qui sont les plus industrieux, les plus civilisés, les plus intelligents, les plus austères des hindous, race à laquelle appartiennent actuellement les riches négociants indigènes de Bombay. Ce jour-là, ils célébraient une sorte de carnaval religieux, avec processions et divertissements, dans lesquels figuraient des bayadères vêtus de gaze rose brochés d'or et d'argent, qui, au son des viols et au bruit des tam-tams, dansaient merveilleusement et avec une décence parfaite. Si Passepartout regardait ces curieuses cérémonies, si ses yeux et ses oreilles s'ouvraient démesurément pour voir et entendre, si son air, sa physionomie était bien celle d'un bobby, le plus neuf qu'on pût imaginer, il est superflu d'y insister ici. Malheureusement pour lui, et pour son maître dont il risqua de compromettre le voyage, sa curiosité l'entraîna plus loin qu'il ne convenait. En effet, après avoir entrevu ce carnaval par-ci, Passepartout se dirigea vers la gare, quand, passant devant l'admirable pagode Malebar Hill, il eut la malencontreuse idée d'en visiter l'intérieur. Il ignorait deux choses. D'abord que l'entrée de certaines pagodes hindoues est formellement interdite aux chrétiens, et ensuite que les croyants eux-mêmes ne peuvent y pénétrer sans avoir laissé leurs chaussures à la porte. Il faut remarquer ici que, par raison de saine politique, le gouvernement anglais, respectant et faisant respecter jusque dans ses plus insignifiants détails la religion du pays, punit sévèrement quiconque en viole les pratiques. Passepartout entrait là, sans penser à mal, comme un simple touriste, admirer, à l'intérieur du Malebar Hill, ce clinquant éblouissant de l'ornementation brahmanique, quand soudain il fut renversé sur les dalles sacrées. 3 prêtres, le regard plein de fureur, se précipitèrent sur lui, arrachèrent ses souliers et ses chaussettes et commencèrent à le rouer de coups en proférant des cris sauvages. Le Français, vigoureux et agile, se releva vivement. D'un coup de poing et d'un coup de pied, il renversa 2 de ses adversaires, fort empêtrés dans leurs longues robes, et s'élançant hors de la pagode de toute la vitesse de ses jambes, il eut bientôt distancé le 3e hindou, qui s'était jeté sur ses traces en ameutant la foule. À 8h moins 5, quelques minutes seulement avant le départ du train, sans chapeau, pieds nus, ayant perdu dans la bagarre le paquet contenant ses emplettes, Passepartout arrivait à la gare du chemin de fer. Fix était là, sur le quai d'embarquement. Ayant suivi le sieur Fogg à la gare, il avait compris que ce coquin allait quitter Bombay. Son parti fut aussitôt pris de l'accompagner jusqu'à Calcutta, et plus loin s'il le fallait. Passepartout ne vit pas Fix, qui se tenait dans l'ombre, mais Fix entendit le récit de ses aventures, que Passepartout narra en peu de mots à son maître. « J'espère que cela ne vous arrivera plus, » répondit simplement Phileas Fogg en prenant place dans un des wagons du train. Le pauvre garçon, pieds nus et tout déconfit, suivit son maître sans mot dire. Fix allait monter dans un wagon séparé, quand une pensée le retint et modifia subitement son projet de départ. « Non, je reste, se dit-il. Un délit commis sur le territoire indien. Je tiens mon homme. » En ce moment, la locomotive lança un vigoureux sifflet, et le train disparut dans la nuit. Voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour la suite. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer ça. Bye bye!